Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sommet de l'éducation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Pamela Lassalle, formée au modèle des H-Hills qu'elle va vous présenter, qui a créé l'entreprise Les Sauvageons de l'activité et sortie nature et qui est porteuse d'un projet d'école de la forêt, la Chouette École. Bonjour Pamela et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ta formation? Ouais. Alors moi, je suis une enfant de la campagne bretonne et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient un grand jardin et qui me laissaient librement explorer la nature qui m'entourait. Donc très rapidement, j'ai eu une sensibilité pour la nature qui m'a. Puis après, c'est suivi une licence professionnelle en coordination de projet d'éducation à l'environnement. Et donc, tout naturellement, je suis devenue passeuse de nature. C'était vraiment facile pour moi et puis très important de transmettre ma passion moi, pour le monde vivant. Et puis, à 4 ans, j'ai rencontré Jean-Claude, Ingrid et Norbert Font. Donc, Jean-Claude et Ingrid, c'est les fondateurs d'une école de la forêt au Canada. Et Norbert Font, en France, aussi partage ses connaissances sur le mentorat. Et j'ai été vraiment très touchée par le modèle qu'il défendait. Et en fait, j'ai eu l'impression pour la première fois de mettre des mots et des concepts sur des convictions profondes que j'avais moi dans ma vie et dans ma pratique professionnelle, à savoir que la connexion à la nature, elle est absolument indissociable de la connexion à soi et de la connexion aux autres et du soutien de la communauté. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des outils, parce qu'on n'a pas vraiment ça dans nos sociétés, mais par contre que le mentorat proposait des outils pour pallier à ça, pour développer ça chez les jeunes et donc par ruissellement dans nos sociétés. Donc depuis, je me forme auprès de Jean-Claude et Ingrid et je me suis fait la promesse de transmettre toutes ces sagesses qui me sont gracieusement transmises pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce que j'ai la conviction que pour créer des sociétés harmonieuses, on doit vraiment repartir dans ce processus-là de connexion à la nature, de connexion à soi et de connexion aux autres. Super. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce que c'est le mentorat et peut-être de ce qu'on avait évoqué ensemble, du scout euh, dont tu m'avais parlé, qui était vraiment super passionnant pour moi en tout cas. Mmh. Alors, le mentorat de connexion à la nature, il est directement inspiré en fait des pratiques des peuples premiers et de la façon dont ils guident leurs jeunes pour faire connaissance avec la nature, leur environnement, et la manière dont ils vont aller chercher leurs dons pour se mettre au service de la communauté une fois qu'ils seront grands. Et donc, je m'inspire beaucoup, moi, du travail de John Young, qui est un contemporain qui a été mentoré dans sa jeunesse, mais sans savoir qu'il avait été mentoré. Donc, puis, il était accompagné par de la famille, des membres de sa famille qui étaient très connectés à la nature. Et puis, il y a d'autres personnes proches de John Young qui l'ont mentoré aussi. Et donc, lui, il a eu très vite des connaissances et une connexion en fait très profonde à la nature. Et il a voulu faire des études en sciences naturelles. Et quand il est arrivé dans ces grandes écoles où il y avait des personnes qui, selon lui, devaient connaître beaucoup, beaucoup de choses sur la nature, il s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient beaucoup de concepts écologiques en tête, hein, de concepts naturalistes, mais par contre, qu'ils ne le vivaient pas en profondeur, quoi. Ils n'avaient pas ce lien, ce langage de la nature, Mm. il ne semblait pas l'avoir intégré. Donc, ça l'a beaucoup questionné. Et ce qui l'a amené, en fait, à aller faire le tour de beaucoup de peuples premiers, en fait, tout autour du monde, pour aller comprendre comment ces peuples faisaient pour éduquer leurs enfants et faire d'eux des bons pisteurs, des bons chasseurs, Mm. et d'aller explorer, d'aller chercher leurs dons, en fait. Et à chaque fois qu'il retrouvait
trois rituels, trois habitudes de ces peuples premiers partout autour du monde, des communautés qui probablement n'avaient eu jamais aucun lien entre elles. Ils se disaient, OK, bon, bah là, on tient sûrement quelque chose d'assez essentiel dans le lien à la nature, quoi. Et donc, après tous ces voyages-là et toutes ces rencontres-là, il a modélisé quelque chose qu'on appelle le mentorat H-Chills, euh, qui référence, comment dire, ouais, qui référence toutes les découvertes qu'il a pu faire au contact des peuples premiers. Alors, chez les peuples premiers, c'est vrai qu'ils vivent dans des endroits où peuvent paraître très hostiles et où nous, société occidentale, on ne se verrait pas laisser nos enfants aller explorer librement et aller faire leurs expériences librement. Et pourtant, chez les peuples premiers, pardon, c'est quelque chose qui est très naturel, qui est très ancré en fait dans leur culture. Et c'est en partie dû, je pense, au fait que chacun dans le village porte un rôle. Donc ça peut être le guérisseur, ça peut être voilà. Et il y a un rôle qui est dédié à la surveillance, mais très discrète, des enfants. Donc, ce rôle-là, on l'appelle le scout. Et c'est une personne invisible qui n'est même pas forcément connue du reste de la communauté, mais qui a des qualités humaines et des compétences particulières pour savoir s'effacer, se rendre invisible et pourtant être très prendre soin en fait des jeunes, d'être en observateur de ce qui se passe. Et dès qu'il y a un potentiel danger qui pourrait nuire aux enfants, eh bien, d'intervenir le plus discrètement possible, mais en tout cas d'intervenir pour écarter le danger et pour que les enfants puissent aussi apprendre de cette expérience où ils se sont mis en danger, mais on est passé à côté de la conséquence dramatique. Donc ce rôle-là, il est très important et il participe, bien entendu, au fait que les enfants puissent aller librement explorer, parce que c'est une conviction chez ces peuples-là qu'il y a besoin de ces espaces-là où les enfants sont sans règles, sans cadre, sans activité dirigée, sans intervention aussi de l'adulte, quoi. Avoir vraiment ce sentiment qu'il y a cet espace de grande liberté où l'exploration, elle est possible et elle émane vraiment de eux, de leurs besoins, de leur élan naturel, quoi. Ouais, super. Et par rapport à ce que tu disais, donc au rôle que chacun a dans une tribu, il me semble que tu organises aussi des séjours famille où finalement on retrouve un peu cet esprit de tribu. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Mm. Alors, avec des amis qui partagent du coup cette même culture du mentorat de connexion à la nature, on a eu envie euh, d'aller plus loin dans nos propositions que simplement des journées où on sentait il y avait un intérêt et puis on pouvait amener des choses intéressantes, mais on voulait pousser un peu plus le concept. Donc, on a créé des semaines en fait d'immersion en forêt avec un public familial. Donc, c'est-à-dire que ça va du bébé jusqu'aux grands-parents. L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel très diversifié des générations, quoi. Et le, le principe de base, c'est de vivre de manière la plus harmonieuse qui soit dans la forêt, tous ensemble, en recréant en fait ce petit esprit de village qu'on retrouve chez les peuples premiers et qui est en fait très intéressant, quoi, d'être dans des postures où oui, on adopte le rôle du scout à un moment donné et puis après on prend soin de toute la communauté en préparant le repas pour tout le monde et puis le soir de se retrouver autour du feu et puis de partager des vrais moments de partage autour d'un conte ou d'un chant. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de se retrouver en famille et même si dans la journée, il y a des activités dirigées où on va peut-être plus prendre les jeunes et puis plus prendre les adultes pour leur proposer des choses qui vont correspondre vraiment à leurs besoins respectifs. Je pense que ce qui est le plus fort en fait dans cette aventure-là, c'est pas tellement ce qu'on propose sur ces temps dirigés, c'est plutôt toute la vie informelle en fait qui se crée dans ce petit village où très vite il y a la coparentalité
qui entre en jeu. Les gens tissent des liens très, très forts alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a 2 jours. Et puis, il y a quelque chose de très, très beau, en fait, dans la vie de village et qui se fait très simplement quand on met un cadre de, bah, voilà, on prend chacun soin les uns des autres, on se respecte, on fait de la coparentalité. Enfin, une fois que ce cadre est posé, en fait, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Et donc, on en a fait un premier cet été, enfin, l'été 2020. Et donc, au printemps, là, on refait une session. Et puis, bah, on espère pouvoir reporter ça encore et encore parce que les retours des gens ont été vraiment extrêmement positifs. Souvent, les gens pensaient venir pour leurs enfants parce qu'ils ont la conviction que bah, c'est important pour les enfants d'avoir du lien avec la nature, etc. Et en fait, ils sont repartis avec vraiment très nourris par cette expérience, même par rapport à eux, quoi, avec ouais, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expériences vécues qui les a profondément nourris, quoi. Donc, ça nous a vraiment donné beaucoup de courage et beaucoup d'énergie pour continuer à développer ça. Et puis, on a aussi senti par rapport au retour et nous, par rapport au vécu euh, de cette semaine avec les jeunes, les adolescents, on a senti qu'il y avait quelque chose de très fort pour eux qui se jouait dans le fait de faire partie d'une communauté, de sentir que les expériences qu'ils vivaient avaient un intérêt aussi pour le reste de la communauté, pas seulement les plus petits enfants, mais aussi pour les adultes qui considéraient leurs expériences et leurs histoires. Et, euh, et du coup, on a fait un petit rite de passage en fait pendant cette semaine à l'été 2020 avec les adolescents qui le souhaitaient. Et on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort qui se jouait. Et les retours des parents après sont venus confirmer ça en nous disant que bah, euh, leur enfant avait enfin accepté de rentrer dans le monde des grands, qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait évolué en tout cas dans leur tête et dans leur cœur. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est creuser un peu ces histoires de rites de passage qui sont très présentes chez les peuples premiers et qui sont quasi inexistantes dans nos sociétés modernes et qui pourtant ont l'air de toucher à quelque chose de très important dans le processus de développement et dans le sentiment d'appartenance aussi à un groupe qui nous semble intéressant d'aller creuser. Donc, prochainement, il y aura sûrement des propositions dans ce sens. Ouais, super. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais du coup nous citer quelques-uns de ces fameux rituels de connexion, peut-être certains qui peuvent être mis en place par les parents et les éducateurs qui nous écoutent? Alors, je pense que le premier rituel à mettre en place et qui est assez facile à mettre en place en plus, c'est de se trouver un petit... alors, ça s'appelle seed spot dans le modèle tel qu'il nous a été transmis. C'est vrai que ce n'est pas forcément traductible en français. Certains parlent d'un petit coin de nature, certains parlent d'une place d'affût passif. Enfin, voilà, il y a différents termes pour le désigner, mais en tout cas, c'est l'idée de se trouver un petit coin en présence d'une nature qui s'exprime librement. Un jardin, c'est pas forcément, enfin, je veux dire, un potager, c'est pas forcément l'idéal. Il faut plutôt un endroit où euh, l'homme ne maîtrise pas forcément le végétal et l'animal qui y vit. Et d'y aller régulièrement. L'idéal, c'est quotidiennement. Donc, il faudrait que ce soit un endroit plus proche en fait, de chez soi, accessible à pied, où on puisse y aller sans demander d'autorisation au préalable. Parce que c'est vraiment le fait qu'on va y aller de manière récurrente, qu'on va instaurer une relation en profondeur et, et de la régularité, où on va pouvoir voir aussi les saisons, le changement de ce milieu-là par rapport aux saisons. C'est vraiment très important. Et en fait, c'est juste d'être sur cette place-là de manière contemplative, en fait. C'est pas forcément d'y aller avec une intention de faire quelque chose ou d'apprendre quelque chose ou
pas de faire quelque chose en particulier, mais surtout en fait être complètement présent, essayer d'apaiser un peu ses pensées pour être beaucoup plus dans l'expansion des sens et dans vraiment la présence au lieu, une belle qualité de présence qui va nous permettre en fait de manière complètement facile, fluide et discrète d'apprendre des choses parce qu'en fait on est tellement captif que notre cerveau il enregistre sans qu'on en ait l'intention, il enregistre des sons, il enregistre des mouvements par rapport à ces sons, il enregistre des couleurs, il enregistre des situations, des schémas qui vont faire que même si on n'a pas envie de retenir ça, et à un moment donné, on va se rendre compte que quand on entend ce son-là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Par exemple, il y a un humain qui va se balader. Parce qu'à force d'y aller de manière régulière et d'être attentif quand on se pose sur ce coin de nature, notre cerveau, il va créer des fiches, quoi. Il va créer des fiches qui vont répertorier tous les schémas qu'on peut retrouver dans la nature. Et donc, après, on saura que ce bruit-là, en fait, c'est une alarme d'oiseau, même si on n'a pas porté notre attention dessus. Et l'alarme d'oiseau, elle indique qu'il y a un animal qui va passer. Donc ça, c'est vraiment incroyable comment quelque chose qui est vraiment très simple à mettre en place, qui ne demande aucune connaissance, qui ne demande aucun matériel de mise en place de quoi que ce soit, à quel point ça peut être profondément transformateur. Et puis, ça peut aussi un peu mettre le pied à l'étrier, quoi, venir titiller une certaine curiosité par rapport aux choses qui dépendent de la nature, qui vont être un premier pas pour ensuite aller vers les autres rituels. Ensuite, on peut citer l'imitation des formes animales. Ça, c'est vraiment une routine qui est très, très présente chez les peuples premiers parce que c'est des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et donc, pour rentrer en empathie vers les animaux qui peuvent chasser, c'est important pour eux d'incarner dans leur corps ce que ça représente d'être cet animal-là. Et quand on est à quatre pattes, on voit le territoire d'une autre façon et puis on se rend compte qu'en se déplaçant comme si, ça procure ça et ça nous aide à nous mettre en empathie par rapport à l'animal et donc du coup de mieux le connaître. Et ça crée aussi de la vitalité dans le corps qui va être très, très intéressante après. C'est un peu comme une énergie vitale, l'imitation des animaux, qui est très importante après pour aller dans des apprentissages beaucoup plus profonds, aller dans un focus curieux qui demande beaucoup d'énergie et qui va nécessiter une grande attention. Et du coup, d'être passé par ces étapes de vraiment grande vitalité dans le corps, ça aide à être beaucoup plus efficace après dans les apprentissages. Oui, puis tu parlais aussi de l'art du pistage, hein, c'est ça? Ça aide en fait à développer ça, quelque chose qu'on a vraiment perdu, nous, même quand on n'est pas forcément citadin finalement. Complètement. Ça, du coup, c'est une routine qui peut venir complètement après avoir essayé de se mettre dans les formes animales, le pistage animalier et plus généralement, en fait, l'art du questionnement. C'est-à-dire de questionner toutes les choses, de mettre en lien tout par des questions et des hypothèses. Ça, c'est quelque chose qui est très, très transformateur dans son lien à la nature. Et donc, oui, en effet, le pistage animalier, ça va être avoir un regard très, très aiguisé, très précis sur les traces, les indices qu'ont pu laisser les animaux derrière eux. Et ça, c'est vraiment... c'est très fort, en fait, comme pratique, parce qu'on rentre, on n'est plus en observateur seulement de la scène, on rentre complètement dans l'écologie du lieu, dans la compréhension de qui vit ici, comment ils vivent, quelles sont leurs habitudes, et pour pouvoir formuler des hypothèses qui sont le plus proches de la réalité possible, il faut absolument se mettre en profondeur, quoi, dans l'empathie de ceux qui y vivent et dans la compréhension aussi de pourquoi cet animal-là, il est lié à cette plante-là. Et puis trouver les liens. Vraiment, en fait, le pistage et l'art du questionnement, c'est vraiment des routines qui nous permettent de mettre tout en lien, quoi. De saisir les concepts d'écologie, comment ce tout fonctionne ensemble, quoi, en respectant les individualités de chacun. Il y a cet arbre qui a tel besoin, qui a tel fonctionnement, il y a cet animal qui, de manière individuelle aussi, a tel fonctionnement et tel besoin, mais ensemble, ils sont sur le même territoire parce qu'ils ont très probablement des liens, en fait. Tout
tous les éléments d'un territoire sont intimement liés. C'est des pièces indissociables du puzzle. Et le questionnement et le pistage animalier permet de saisir un peu tous ces liens qui les unissent. Donc ça, c'est vraiment une routine vraiment très intéressante. Et l'idéal, c'est de le faire accompagner avec quelqu'un qui a un peu plus de connaissances que soi. Ça n'a pas vocation à être le plus grand spécialiste du pistage animalier, mais quelqu'un qui a plus le regard entraîné. Mais si on ne trouve pas quelqu'un qui peut nous accompagner au pistage et du coup nous débloquer quand on est là sur une trace, et puis parce que ça arrive au début, on peut s'accompagner de lectures, de bouquins naturalistes, mais plus à visée pédagogique, qui ne vont pas être sur des termes trop pointus, qui ne vont pas être sur d'observation trop fine, mais déjà nous donner des pistes intéressantes qui vont nous permettre de toujours piquer notre curiosité et d'aller plus loin dans nos recherches. Et donc après, quand on a... Oui, excuse-moi. Je sais, du coup, en tant qu'adulte, si on n'y connaît pas grand-chose ou si on se sent un peu perdu, finalement, ce que tu conseilles, c'est de se poser des questions, si je comprends bien, et d'en poser aux enfants. Enfin, c'est ce que je crois que tu m'avais expliqué. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une croyance que pour transmettre la passion de la nature, pour transmettre des connaissances sur la nature et l'écologie d'un lieu, il faut avoir des connaissances très pointues, des connaissances scientifiques, naturalistes sur le sujet. Or, ce n'est pas nécessaire, quoi. On a tous des yeux, des oreilles, un nez, une langue. Et en fait, déjà, tout ça vont nous permettre d'emmagasiner un tas d'informations qui nous permettent déjà de formuler des hypothèses et de comprendre des choses. Et je pense que la posture qu'on doit adopter avec les enfants, en l'occurrence, c'est pas de leur apporter une réponse, c'est de leur apprendre à apprendre, de leur apprendre à trouver par eux-mêmes la question. C'est en fait le principe de beaucoup de pédagogie active, mais c'est d'autant plus vrai dans la nature parce que la nature, c'est un véritable livre, quoi. On a juste à regarder, tous les apprentissages, ils sont là devant nous. Et il y a juste à essayer de décoder en fait ce langage qu'on y est aujourd'hui un peu éloigné. Il faut juste se remettre en lien avec ce langage-là. Et en fait, pour se mettre en lien, c'est les routines d'expansion de la conscience sensorielle qui vont nous permettre ça. Et en effet, tu pointes quelque chose de très important, le questionnement, en fait. Ça va vraiment venir nous faire chercher d'autres aspects, en fait. Il y a cet animal-là, on l'a vu, on sait qu'il a ce pelage-là, cette couleur-là, cette trace-là. Et puis, plus on va se poser des questions à son égard, plus on va en apprendre sur cet animal-là, et plus on va en apprendre sur tout ce qui l'entoure, en fait. Donc, oui, je pense qu'une posture à adopter quand on est parent et qu'on a envie de transmettre ce qu'on connaît à ses enfants, c'est de pratiquer avec eux, d'aller dans la nature avec eux, de leur laisser les espaces où eux, ils découvrent par eux-mêmes, librement, sans règles, sans exercice précis, sans contraintes. Et puis d'écouter leurs histoires, de leur faire comprendre que c'est ce qu'ils ont vécu, leur expérience, elle est importante pour nous, elle a du sens pour nous. Et plus l'enfant va verbaliser ce qui s'est passé pour lui, plus il va mettre des mots sur son expérience qu'il a vécue dans son corps, plus c'est une expérience qui va s'ancrer, et plus c'est quelque chose qui va retenir, et c'est un apprentissage qui sera vraiment intégré, quoi. Donc, ouais, très important en fait de faire exprimer, de partager en fait son expérience. Et puis tout ça en fait, ça peut se faire en modélisant, quoi. Nous, on pratique des choses en tant qu'adulte dans la nature. Eh bien, on montre à son enfant que raconter, ça peut être passionnant, quoi. Et déjà en racontant, nous, on va le captiver, l'inspirer et lui ouvrir son champ des possibles par rapport à ses propres explorations de la nature. Et puis en plus, il va comprendre que, ah ok, donc parler de ses aventures en nature, c'est intéressant,
ça a du sens pour les adultes, c'est considéré par les adultes et donc ça va l'encourager vraiment dans sa pratique. D'accord. Et pour nous raconter, qu'est-ce que tu conseilles vraiment j'imagine, de se baser sur les cinq sens, qu'est-ce qui peut rendre justement vraiment attractif en quoi est-ce qu'on peut, comment dire, tu vois, être un modèle de l'art de compter pour nos enfants? Mm. Oui. Alors c'est vrai que quand on est sur notre coin de nature, sur notre site spot, et qu'on a vraiment tous les sens en éveil, on va vraiment pouvoir capter toute l'expérience qui nous arrive euh, vraiment pleinement, quoi, parce qu'on est très présent dans nos sens, on capte tout ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que la scène, c'est pas juste du visuel, c'est un animal qui est passé, mais on peut y ajouter en fait tout un tas d'autres éléments. Il y avait des sons, il y avait des odeurs, il y avait le soleil qui était ici, le vent qui était comme ça, et on peut en fait, quand on raconte son histoire, euh, prendre l'essence de ce qui s'est passé, par exemple un animal qui est passé, et compléter cette expérience et la rendre vivante pour les autres aussi, en donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur le contexte de cette action de l'animal qui est passé. Donc, en citant ce qui s'est passé pour nous dans tous nos sens, en citant aussi les émotions peut-être que ça nous a provoquées, et puis en donnant vraiment le plus de détails possible. Il faudrait presque en fait s'imaginer qu'on revit complètement, qu'on est de nouveau sur notre coin de nature, et qu'on revit complètement l'expérience qui nous est arrivée pour pouvoir l'exprimer, l'expliquer, la compter de la manière la plus vivante possible. Et en fait, il faudrait presque, quand on a bien raconté son histoire, il faut presque que son interlocuteur il ait eu l'impression d'être avec nous, quoi. Et puis, c'est presque une expérience maintenant qu'il a vécue, tellement on lui a exprimé de Ouais. façon claire. Pour savoir si on est clair, ça peut être un exercice qui peut être fait. C'est une fois qu'on a raconté son histoire, de demander à l'autre ce qu'il a retenu, comment il imaginait le lieu, par exemple. Bah, tu crois que mon coin de nature, il ressemble à quoi? Et puis, bah, si vous vous rendez compte qu'il ne sait pas si c'était au bord de la rivière ou dans une forêt, ou est-ce qu'il y a des arbres autour de toi ou pas, bah, c'est que le conte, il n'a peut-être pas été assez étoffé, quoi. Ouais, super. Merci. Et est-ce que tu veux nous parler peut-être d'autres rituels? Je crois que certains, tu les détailleras en fait en vidéo dans le bonus, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y en a d'autres Mm, enfin, voilà, que tu aimerais vraiment partager avec nos auditeurs? mm. Oui. Euh, Il y a quelque chose qu'on pratique assez peu dans nos pratiques auprès de la nature, c'est l'errance et la cartographie, qui pour moi vont à peu près de pair. C'est-à-dire on part sans objectif, sans suivre un chemin, juste en se fiant à ses intuitions. Et donc pour ça, il faut se délester de toute obligation horaire. Il faut être tranquille par rapport à ça et pas regarder toujours la montre. En tout cas, quand on a cet espace-là géographique et temporel, je pense que l'errance, c'est vraiment quelque chose de très puissant aussi à vivre euh, et qui va nous entraîner aussi à la cartographie parce que on va explorer des nouveaux lieux, des chemins qu'on n'avait jamais pris, et donc on va essayer de repérer. C'est comme si on prenait de la hauteur, comme si on prenait la vision de l'aigle et essayer de comprendre où on est par rapport au territoire qu'on explore habituellement et que l'on connaît. Et ben dans ce moment d'errance, dans ce moment où je marche sans but, sans connaître forcément la destination, où est-ce que je me trouve, quoi? Déjà pour retrouver mon chemin et puis pour enrichir ma connaissance aussi du territoire. Et l'errance, ça apporte aussi une grande disponibilité. Comme tout est nouveau, il y a une belle qualité de présence qui s'installe en nous. On est calme, on est apaisé et on est surtout très captif de ce qui se passe. Donc, je trouve que l'errance, c'est un peu, ça amène aux mêmes qualités que le site spot. Sauf que là, en plus, on va découvrir des nouveaux lieux et on entraîne notre cerveau à faire quelque chose qu'on n'entraîne pas beaucoup. C'est vraiment se repérer dans l'espace, quoi. Et Ouais, donc, pour super. s'entraîner à la cartographie, si c'est vraiment pas quelque chose qui est intuitif pour vous, c'est possible
s'imposer des petits exercices souvent. Bon, bah là, où est-ce qu'il est le nord, par exemple? Je rentre dans ma voiture, où est-ce qu'il est le nord? Et s'entraîner, se forcer à chaque fois à prendre conscience et à ouvrir sa conscience sur tous ces éléments-là qui nous aident à faire la cartographie. Parce que c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de peur, en fait, chez des personnes qui ont l'impression qu'elles ne sont pas du tout douées dans le sens de l'orientation, etc. Ça peut créer beaucoup de peur de se dire je pars en errance, je ne suis pas sur les chemins qui sont balisés et si je me perds, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, si on entraîne vraiment son corps à être complètement présent à ce qu'on fait, cette peur va disparaître parce qu'on se dit même si j'arrive pas pile poil à savoir où je suis, même si j'arrive pas à concrètement refaire la carte de mon territoire et me positionner là où je suis vraiment, eh bien, comme on a eu une belle qualité de présence dans cette errance-là, on peut reprendre le chemin à l'inverse en disant, bon, ok, j'ai pris quel chemin pour venir jusqu'ici? Pour ne pas me perdre, je vais reprendre exactement le même chemin. Et ça, c'est vrai que ça nécessite du coup d'être vraiment dans ses pensées, quoi. Et c'est l'intuition qui guide et c'est pas les pas qui guident, qui vous guident vous, quoi. Parce que là, on va retourner en fait on va emprunter des chemins ou des sentes de bêtes et puis on va pas vraiment suivre une intuition. Parce que l'errance, c'est ça aussi. Elle va nous emmener là où on a pile poil besoin d'aller, quoi. Elle va nous emmener à aller voir des bêtes, l'errance. C'est ça qui est chouette. Ouais, c'est génial. Ouais, ça donne Mais pour vraiment ça, il envie de faut reprendre. vraiment suivre ce qu'il y a dans son ventre, quoi. Être en lien avec son corps, écouter les signes que nous envoie notre corps et se dire ok, bon, bah, c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. Donc j'y vais. Il n'y a pas de chemin, mais c'est pas grave. C'est ici que je vais aller. Ouais, super. L'errance, c'est la cartographie très importante. Et il y a un autre rituel que l'on pratique, celui-ci, mais que je veux citer quand même, c'est la consultation de guides naturalistes. Dans les peuples, chez les peuples premiers, pardon, il n'y a pas de livre de la nature, il n'y a pas d'écrit spécifique sur leur environnement. Par contre, les adultes et encore plus les anciens sont vraiment des puits de savoir sur tout ce qui les entoure. Et, euh, et ils écoutent, en fait, ils ont ce rôle-là dans la communauté d'écouter les histoires des plus jeunes qui partent en exploration seuls, librement dans la nature. Et ils savent déceler où est-ce qu'il y a une curiosité qui a été nourrie. Et là, c'est super. Ils vont continuer à leur poser des questions. Et des fois, l'enfant s'est tellement, tellement posé de questions que ça a commencé à créer comme un vide à l'intérieur d'eux. Et en fait, il y a une soif de savoir. Et si on ne répond pas à cette soif de savoir à ce moment-là, eh bien, il y a un découragement qui se crée par rapport à la thématique. Si cet enfant-là, il était très intéressé, très passionné, très activé par les oiseaux et qui se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et que jamais il n'a de réponse à ce sujet, il y a un découragement qui va se faire et il va se désintéresser du sujet. Et donc là, les anciens savent déceler ce moment de bascule et ils vont leur apporter l'information naturaliste qui va venir soulager leur soif et du coup les rendre disponibles pour aller vers d'autres apprentissages ou aller plus loin dans les apprentissages concernant les oiseaux, par exemple. Et donc aujourd'hui, on n'est plus très en lien avec nos anciens. Et puis, il y a de moins en moins de personnes qui sont vraiment un puits de savoir, quoi, autour de nous. Mais par contre, nous, on a des écrits qui sont très, très riches, qui sont disponibles. Alors, on peut en trouver sur Internet, mais c'est vrai que moi, je suis particulièrement attachée aux bouquins papier. Et il en existe vraiment de toutes les sortes, des très, très techniques avec des termes très scientifiques ou des plus simples, plus à visée pédagogique et qui concernent tous les aspects du vivant. Ça peut être les champignons, ça peut être les oiseaux, les mammifères, ça peut être les plantes, ça peut être spécifique au pistage animalier, toutes les traces qu'on peut retrouver qui nous donnent des indices sur les animaux. Et je vous invite vraiment du coup à vous constituer une petite bibliothèque de ces livres-là
qui vont vraiment être des alliés dans votre manière de vous relier à la nature, parce qu'au moment où il y a vraiment une soif d'apprendre, eh ben, on n'est pas laissé tout seul, quoi. Il y a les livres qui sont là pour nous guider, pour nous donner du contenu qui va nous permettre d'aller chercher plus loin, quoi. Et puis des fois aussi, une lecture va éveiller encore plus notre curiosité. Quand on va lire quelque chose concernant un oiseau, et puis on va se rendre compte que cet oiseau, il est très lié à une plante, par exemple. Et donc on va avoir envie, notre curiosité, elle va être encore plus nourrie, et on va avoir envie d'aller découvrir cette plante aussi, quoi. Ouais, super. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller puiser les réponses et peut-être de répondre aux questions des enfants, j'imagine, et peut-être aussi de leur partager ce que nous on découvre ou de. Enfin, je pense aussi Nous, on aime bien la revue La Petite Salamandre, je ne sais pas si tu connais, qui est suisse. Et c'est vrai que c'est pas forcément pile poil l'intérêt des enfants à tel moment, mais en fin de compte, ça leur fait découvrir quand même voilà, des animaux, des choses. Et du coup, après, on peut faire le lien quand on retrouve voilà, l'animal de la Ouais, revue dans la nature et tout. C'est sympa. ouais, Et complètement. ça, est-ce que c'est lié aussi au journal de la nature ou pas forcément? Alors, oui, c'est lié. C'est lié parce que donc, le journal de la nature, c'est une autre façon, un autre rituel qui nous permet de développer d'autres cordes de connexion avec la nature, qui sont d'un autre type, qui ne sont pas que mentales, hein. Le livre de la nature, ça refait appel en fait à toutes les expériences qu'on a vécues au contact de cet être vivant et à essayer de se souvenir, d'imaginer le goût, la texture, le poids, etc. Ça fait vraiment appel à nos sens, c'est pas juste que du mental. Et donc, ça va nous permettre en fait de noter à l'instant T où est-ce qu'on en est par rapport à l'apprentissage, la découverte de cette plante, de cet animal, par exemple. Et ça, c'est vraiment un super rituel qu'on peut faire avec les enfants et que je vous invite, vous, personnellement aussi à faire parce qu'on se rend compte que, bah, en fait, le rouge-gorge, je pensais le connaître. Et puis, quand je suis devant la feuille et que je dois le dessiner, eh bien, je sais pas vraiment le dessiner finalement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en fait de voir où est-ce que oui, en effet, ça c'est acquis, c'est un concept qui est connu, qui est acquis pour nous. Et où est-ce que, ah bah en fait, je m'étais jamais posé la question, est-ce que l'œil il est en dessous le bec? Est-ce que, enfin voilà, quand on est en fait devant notre papier, on se rend compte que bon, bah oui, on l'a déjà vu plein de fois, on pense savoir le reconnaître, mais de là à le reproduire, c'est plus difficile. Et donc, le livre de la nature, ça alterne en fait des dessins, des esquisses, des animaux, des plantes euh, que l'on veut approfondir, que l'on veut connaître davantage. Et puis aussi une partie description. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir les bouquins, de regarder les images et de lire les descriptions qui sont faites par rapport à l'espèce présentée et d'en saisir vraiment l'essence et de se figurer aussi ce que veulent dire les mots. C'est pas juste mentaliser une phrase, ah ok, donc ça fait deux portées, de mai à août. Non, c'est vraiment de s'imaginer, de se figurer dans son esprit, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, une portée, c'est ça une portée, où il fait sa portée. Et vraiment de retenir l'essence, ce qui nous semble être pour nous là le plus vivant. Donc là, ça, le livre de la nature, c'est vraiment une super pratique à faire pour soi. Et ça peut être très soutenu par les guides de nature parce qu'ils peuvent nous servir d'exemple quoi, et de correction aussi. Et quand on se rend compte que ben, notre description elle est à côté de la plaque, et ben, aller comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on a loupé, qui avait échappé à notre conscience jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que pour les plantes, c'est un peu plus facile de les voir in situ, mais les animaux, bah, une fois, on a rencontré un renard, mais c'était furtif, on l'a vu une fois, puis on est tellement excité de cette rencontre et nourri par cette rencontre qu'on a envie de faire sa fiche pour voir à quel point on le connaît, etc.
Et puis, c'est frustrant de ne pas avoir les livres parce que si on n'a pas les livres, ou en tout cas des écrits qui peuvent nous parler de cet animal-là, ben, on a peu de chances de retourner au même endroit et de le retrouver à cet endroit-là, quoi. Donc, c'est vraiment très soutenant pour ça, oui, en effet, tous les guides naturalistes, tous les écrits, en fait, des personnes qui, eux, ont passé des heures et des heures, certains y ont consacré leur vie, en fait, à regarder, à observer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se nourrir de ça, quoi, et à en profiter. Ouais, ça donne vraiment envie. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut faire facilement, notamment quand on habite en ville et qu'on se dit qu'on n'a pas trop de nature sauvage. Et là-dessus, justement, qu'est-ce que tu peux dire voilà, aux personnes qui sont un peu découragées, soit parce qu'il fait froid, comme là, il y a de la neige et on a un peu la flemme de sortir, ou qu'on habite en ville, ou voilà. Bon. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vous trouver quand même un petit espace, parce qu'en ville, il y a des endroits où il y a de la verdure, il y a toujours en fait en ville, de manière plus ou moins accessible, mais il y a toujours des espaces où bah, la nature, elle s'exprime de manière sauvage, même si elle est très contrainte par l'activité humaine. Eh bien, il y a de la vie partout. Il y a beaucoup, je parlais des renards, il y a beaucoup de renards en ville, quoi. Donc, c'est possible d'avoir des rencontres d'animaux sauvages, de plantes sauvages encore plus. Il y en a même sur les trottoirs. Et je vous invite vraiment à vous trouver en fait un petit espace qui vous est accessible et où la nature s'y exprime un peu et d'expérimenter en fait. Et juste, il faut bien s'équiper quand la météo est pas bonne, mais en fait, après, il y a tellement un besoin qui se crée de rester en lien avec son petit coin de nature parce qu'on est tellement nourri par tout ce qui nous arrive à cet endroit-là, on est tellement nourri par les rencontres qu'on fait, par les sensations que ça nous fait éprouver, etc., qu'il y a presque une dépendance qui se crée et vraiment un élan d'y aller, quoi. Moi, j'ai plus besoin de trouver de motivation pour aller visiter mon coin de nature. C'est lui qui m'appelle. Il me dit: Eh oh, quand est-ce que tu viens? Ah ouais. Donc, je pense vraiment qu'en fait, il faut, il faut trouver la porte, ouais, la porte d'entrée qui, pour nous, crée de la joie, crée du bonheur et du bien-être. Si la meilleure façon pour vous d'apprécier un temps en nature, c'est de faire des photos, eh bien, commencez par là, faites des photos. Ou si la meilleure façon pour vous de vous sentir complètement en lien avec un espace naturel, c'est de danser à cet endroit-là, eh bien, faites-le en fait. Et essayez de trouver la porte d'entrée qui pour vous est motivante, qui pour vous crée beaucoup de joie en fait. Et puis ensuite, de cette joie-là et de ces bons souvenirs, de ces bons moments que vous aurez créés avec cet espace-là, ça va découler en fait. Tout le reste va découler parce que vous allez faire une rencontre qui va vous rendre curieux et puis ça va vous donner l'élan d'aller creuser un peu plus. Et puis voilà, après, c'est donc, quand on a mis le doigt dans l'engrenage, après, c'est parti, quoi. Ah, c'est génial. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu voulais partager? Euh, Dans les routines que je n'ai pas citées, qui me semblent pourtant très importantes, euh, il y a le fait de se réapproprier des savoir-faire ancestraux. Donc, ça mêle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça mêle la proprioception, ça mêle la connaissance des plantes, parce que souvent, c'est en lien avec les plantes. Je parle de vannerie, je parle de savoir faire le feu par friction, je parle de la cueillette sauvage pour se nourrir ou se soigner, je parle de se fabriquer des abris, etc. Donc tout ça, ça fait appel à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc ça nécessite de bien connaître la nature, bien connaître les plantes. Ça nécessite de se mettre en lien aussi avec des savoir-faire qui étaient autrefois pratiqués par nos ancêtres et qui sont pas si loin en fait. Nos anciens, aujourd'hui encore, ils savent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en lien avec la nature. Et puis, ça crée aussi un sentiment de confiance, on se rend compte qu'on est capable, en fait. On développe une certaine autonomie quand on se met en lien avec ces savoir-faire ancestraux.
on se dit, ah, mais je suis capable de faire beaucoup de choses et je suis très résilient en fait dans la nature. Parce que quand je sais faire un abri, quand je sais faire du feu par friction et que je sais faire de la cueillette sauvage et que je sais repérer où il y a de l'eau sur mon territoire, et ben, c'est incroyable, j'ai plus peur de rien et bonjour l'aventure parce que ça offre vraiment ce sentiment de sécurité, ce sentiment de confiance en soi dans sa pratique de connexion à la nature. Et puis en plus, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ce lien aux différentes générations, la manière dont c'est transmis. Euh, pour ma part, la vannerie, c'est quelque chose qui, pour moi, est très en lien avec mon grand-père maternel et ça me touche beaucoup à chaque fois que je fais de la vannerie parce que j'ai l'impression d'être en lien avec cette génération et je sens le lignage et je sens c'est quelque chose aussi qui nous ramène à quelque chose de plus grand et j'aime beaucoup ces pratiques-là et je vous invite à essayer petit pas par petit pas, peut-être en participant à des stages, à des sorties qui vous y initient, mais ça peut provoquer beaucoup de bonheur et beaucoup de confiance de se réapproprier ce savoir-faire qui passe par les mains et qui nourrissent beaucoup, quoi. Ah, génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Pamela. Je suis très enthousiaste de t'entendre et d'aller expérimenter tout ça. Est-ce que tu peux nous citer les 3 petites pratiques que tu vas vraiment détailler, qui ont des noms très sympas? Alors, pour commencer du bon pied sur votre petit espace de nature, je vais développer 3 pratiques. Il va y avoir le pas du renard, les yeux de la chouette et les oreilles du chevreuil. Voilà. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Pamela. Et puis donc, les auditeurs pourront retrouver voilà, toutes les infos sur tes formations, tes ateliers, etc. Sous la vidéo. Et voilà, bah, écoute, on peut souhaiter plein de belles expérimentations en nature aux adultes, aux enfants. Et voilà, super. Merci. Merci encore. Merci beaucoup pour ton invitation.